Bienvenue dans Histoire et Mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un dossier brûlant, l'histoire des armes chimiques et des armes biologiques que l'armée coloniale française avait utilisées contre les Algériens tout au long de la colonisation entre 1830 et 1962. Pour tout savoir sur l'histoire des armes chimiques, pour mesurer l'ampleur du drame qu'elles ont provoqué en Algérie, je vous invite à rejoindre avec moi mes invités qui vont vous raconter cette histoire comme on ne vous l'a jamais racontée. A tout de suite. L'histoire de l'usage des armes chimiques en Algérie par l'armée française ne se limite pas simplement à la période de la guerre de libération nationale lorsque la France mobilise plusieurs sections appelées sections des grottes pour venir à bout de la lutte que menait alors le Front de libération nationale. Cependant, cette histoire commence avec le début de la colonisation en 1830. Certains chercheurs affirment aujourd'hui que la France coloniale avait utilisé ces substances chimiques lorsque les navires de l'armée française avaient bombardé la Casbah d'Alger en 1830. D'autres estiment que les enfumades du Dahra de juin 1845 constituent une forme primitive d'emploi de l'arme chimique en vue de réduire à néant la résistance algérienne au XIXe siècle. À l'époque, les généraux français évoquaient l'emploi de procédés spéciaux contre les Algériens complètement déshumanisés et réduits à l'état de bêtes que l'on pouvait enfumer et dont il faudrait se débarrasser pour mettre la main sur tout le pays. Cette expérience génocidaire du Dahra sera renouvelée quelques années plus tard, en décembre 1852, à Larouat, lorsque les mêmes généraux de l'armée française ont recours à des gaz chimiques pour décimer toute la population de cette ville. Ces enfumades et ces assauts chimiques vont ressurgir avec force quelques décennies plus tard, car selon l'historien Christophe Lafaille, elles sont consubstantielles à l'expérience de la colonisation et de la guerre de libération nationale. Elles sont responsables de centaines de milliers de morts, souvent des civils désarmés et innocents. L'usage des armes chimiques par l'armée française en Algérie avait cette particularité qui est sa marque de fabrique, à savoir le ciblage direct des populations sans distinction d'âge. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieilles et des vieux, tout le monde est touché par la chimie utilisée alors à des fins militaires. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons ouvrir ce soir le dossier de l'usage des armes chimiques et biologiques en Algérie pendant l'occupation coloniale et même pendant les premières années de l'indépendance. Il s'agit donc de revenir sur les premiers gazages des Algériens entre 1830 et 1930. Ensuite, nous allons évoquer toutes les expériences qui ont été menées en Algérie sur le sol algérien à partir de 1930, ainsi que l'usage intensif de ces armes pendant la guerre de libération nationale. Pour revenir sur ce dossier brûlant, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Hassan Houssine, qui est spécialiste de la microbiologie, ainsi que le professeur Ammar Mansouri, qui est lui spécialiste du génie nucléaire. J'ai plaisir également de recevoir M. Hamid Barsam. Hamid Barsam est journaliste spécialisé en environnement et en développement durable. Avant d'entamer le débat, place au sommaire de l'émission.
Monsieur Hassan Hussein, bonsoir, bienvenue dans Histoire et Mémoire. J'aimerais commencer le débat et l'histoire de l'usage des armes chimiques et biologiques en Algérie avec vous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'on appelle donc une arme chimique ou bien biologique? Merci. Donc au début, je voudrais vous remercier de cette invitation. Et donc, concernant les caractéristiques ou la définition des armes chimiques et biologiques, d'abord, concernant les armes biologiques, c'est en fait tout ce qui est biologique n'est pas toxique. Donc, il s'agit de certains organismes qu'on appelle des organismes militarisables, c'est-à-dire que l'on peut employer à des fins guerrières et qui peuvent entraîner soit des maladies, soit bien évidemment des blessures sur le terrain. Donc il y a des bactéries, des virus, etc. Il y a une vingtaine de germes que l'on peut utiliser, qui sont très toxiques et qui ont été utilisés de par le monde et une partie d'entre elles ont été expérimenté à Oued Namous en Algérie. Concernant les armes chimiques, ce sont tous les composés chimiques qui sont utilisés à des fins militarisables et également leurs précurseurs, c'est-à-dire les éléments chimiques qui entrent dans la composition de ces armes chimiques et qui soient isolés ou pas et qui sont également utilisés donc soit sous forme gazeuse, soit sous forme solide. Voilà un peu les définitions des armes chimiques. Les armes chimiques, elles ont été très, très employées en Algérie. On va développer ça par la suite. Et il y en a 4 catégories en réalité. Il y a ce qu'on appelle les vésicons, il y a ce qu'on appelle les asphyxiants, il y a les neurotoxiques. On va en parler, parmi lesquels le sarin, le tabac, etc. Et puis, il y a les hémotoxiques. Ce sont donc des agents qui sont très, très toxiques également. Donc, on va développer tout ça par la suite. Monsieur Ammar Mansouri, vous faites partie donc, des chercheurs qui considèrent que la France a utilisé les armes chimiques dès le début de la colonisation, c'est-à-dire dès 1830, n'est-ce pas? Exactement. Merci pour l'invitation tout d'abord. Donc, la France en 1830 a utilisé des armes, des obus chargés d'asphyxiants et ces obus sont incendiaires en même temps. Comment ça se passe? Il y a un pharmacien, le Fortier, qui a inventé des obus asphyxiants et incendiaires. C'était en 1825, qu'il a testé pour la première fois en 1827 à Douai, et puis 1828 à Lorient. Et en 1829, c'est la marine française, c'est-à-dire qui a testé ces obus. Donc en 1830, c'était le mardi 29 juin, que l'armée française a utilisé ces obus contre le fort de l'Empereur. Le fort de l'Empereur, c'est le fort qui est en haut de la Casbah qui défendait Alger à l'époque. Donc il y a eu au moins 684, c'est-à-dire les gens de la garnison ont péri, et même le commandant de cette garnison a péri le 7 juillet. Donc ça, c'est dans les annales, les mémoires de Bourman. Donc c'était la première utilisation d'armes chimiques contre le peuple algérien. À l'époque, les populations ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était à l'époque, les gens croyaient que c'est la poudrière qui a explosé, etc. Mais en réalité, moi j'ai trouvé cet article, ces informations dans les annales de pharmacie, qui dataient de 1921. Donc c'était une découverte, etc. Donc, mais les Français ne parlaient pas de cette utilisation, évidemment. Donc, c'est dans le but d'exterminer ce peuple, comme le dit le Grand Maison. Donc, coloniser, c'est exterminer. La France a continué dans cette voie. Et le 11 juin 1844, il y a eu des enfumades des Beni Sbih. C'était au moins 500 Algériens qui ont péri. Et c'était dirigé par Cavignac.
Suite à cette opération, le général Bugeaud a demandé au chef militaire de suivre l'exemple de Cavaignac. Si ces populations se manifestent ou il y a une révolte, etc., il faut faire comme a fait Cavaignac. Et juste après, c'était de la nuit du 18 au 19 juin 1945, Pélissier n'a pas hésité à tuer c'est-à-dire des Algériens, plus de 1100 personnes qui ont réfugié dans une grotte au lieu de Fréchiche, c'est-à-dire à Dahra. Donc, ils ont fermé toutes les issues, ils ont brûlé, ils ont tué tous les Algériens avec leur bétail, les enfants, les femmes, avec de la fumée. Donc, quand on dit fumée, c'est du CO2 et du CO. Donc, c'est monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. Oui. Et donc, suite à ça, quelques semaines après, c'est le tour de Saint-Arnaud qui a fait la même chose en fumade contre toujours Ouled Sbih. C'était au moins 500 brigands, comme il disait, qu'ils ont tués. Donc la France, elle allait dans ce sens pour exterminer le peuple algérien et pour dominer, c'est-à-dire pour montrer sa force. Donc, pour que cette force soit bien claire, et c'est en 1852 qu'ils ont envahi le Rouat. Nous allons revenir à la Rouat parce que c'est important. La Rouat, c'est la première véritablement attaque chimique au sens propre du terme. Hamid Berksem, la colonisation de l'Algérie coïncide justement avec les premières recherches en ce qui concerne les gaz chimiques. Comme il vient de dire. Gaz chimique, moi je préférerais qu'on donne une deuxième appellation. Oui. Ce sont des armes de destruction massive. À l'époque, on n'appelait pas ça les ADM pour armes de destruction massive. Pourquoi armes de destruction massive? Le colonialisme est arrivé, entre guillemets, en Algérie. Il a fait face à une résistance qui était tenace, face à la résistance des populations algériennes. Les militaires français étaient souvent en supériorité numérique. Les militaires français étaient en supériorité sur le plan matériel, mais trouvaient des difficultés à progresser. C'est cette difficulté qui a fait que l'état-major français a eu recours à des armes chimiques pour un objectif précis, c'était des armes de destruction massive. Il fallait avancer vite, et qui mieux que le chimique pour pouvoir décimer des populations entières en très peu de temps. Parce que le colonialisme est venu pour procéder à une occupation et un colonialisme de remplacement. Il fallait décimer le plus grand nombre d'Algériens et les remplacer par des colons. D'où l'utilisation de ces armes de destruction massive. Hassan Hussein, vous avez consacré un livre d'une extrême importance donc, à l'usage des armes chimiques, un demi-siècle d'essais chimiques et biologiques français dans le Sahara algérien, Oued Namous, vérité et conséquences. Et dans ce livre, c'est vrai que vous avez mis l'accent sur les 50 dernières années donc, de cet usage et ces expériences, mais vous avez tenu tout d'abord à rappeler l'historique de ces armes-là, n'est-ce pas? Oui. En réalité, bon, pour compléter un peu ce que viennent de dire mes collègues, la France, à travers ces armes de destruction massive, ces armes chimiques et biologiques, leur intention, ce n'est pas uniquement d'exterminer le peuple algérien, mais c'est également mondial, c'est pour proliférer, pour dominer un peu le monde, parce qu'elle avait un grand nombre de colonies. Et donc, tous ces tests-là, tous ces essais qu'elle a effectués à partir de 1930, eh bien, c'était justement pour dominer l'Algérie et au-delà de pays d'Afrique, etc. Pour maintenir ce qu'on appelle l'empire colonial. Voilà, pour maintenir exactement l'empire colonial. C'était un peu la suite un peu de l'épopée de Napoléon qui voulait dominer le monde, etc. Et donc, c'est un peu dans cette perspective.
Et mes collègues ont parlé donc d'un peu de l'historique, mais il faut comprendre que c'est déjà depuis déjà le début du siècle, depuis le début du siècle dernier, donc que la France a commencé déjà à réfléchir un peu, parce qu'il y avait l'Allemagne, il y avait la Russie, et donc la première, je fais allusion à la Première Guerre mondiale. Oui. Et donc, elle cherchait par tous les moyens à développer donc ces armes chimiques, comme l'a fait ou comme l'ont fait les autres pays. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réfléchir à faire donc des essais, parce qu'on ne peut pas les employer sans faire d'essais. Et donc, elle cherchait un peu un endroit quelque part pour justement effectuer ces essais. Et donc, après une dizaine d'années, donc toutes les prospections qu'elles ont faites, elles ont abouti à cette région de baie de Namous. C'est une énorme vallée, hein, c'est 60 km sur 50 km de large, c'est un rectangle énorme, plat, donc où on pouvait effectuer des tirs. Où ils disaient à ce moment-là que c'était inhabité, ouais. Donc il n'y avait pas de... Alors que les recensements de 1930, elles indiquaient qu'il y avait au minimum 10 000 habitants éparpillés, sans compter, parce que c'est un milieu de pastoralisme. Agropastoral, oui. Agropastoral, et donc sans compter les milliers de tentes qu'il y avait, puisque les nomades, ils passaient la transhumance, etc. Voilà, c'est aussi la route. Donc, avec tout ça, donc, on peut estimer entre 15 000 et 20 000 personnes qui résidaient au niveau de cette zone. Voilà. Et donc, à partir de 1930, donc, ils ont installé donc, leur camp et ont commencé, donc, si on veut, si vous voulez qu'on détaille, ils ont commencé en réalité en 1930. 1930. Mais j'aimerais revenir juste un tout petit peu en arrière à la Première Guerre mondiale, parce que les Algériens étaient également des victimes donc, de ces gaz, professeur. Effectivement, le 22 avril 1915, dans le cadre de la deuxième bataille d'Ypres en Belgique, donc il y avait, bon, pour information, il y avait 80 000 Algériens qui étaient du côté de la France, qui défendaient la France. Donc ce jour-là, les Allemands ils ont utilisé pour la première fois des armes chimiques concernant le chlore. Donc 180 tonnes de chlore, donc dans des cylindres, dans 5700 cylindres qu'on a ouverts sur le front des Alliés. Et parmi ces Alliés, il y avait la 45e division algérienne qui se trouvait sur le front. Donc il y avait 8000 victimes, dont 5000 Algériens. Donc les Algériens sont victimes par la France et pour la France. Donc dans le cadre c'est-à-dire de l'utilisation, l'usage des armes chimiques. Donc sans compter les blessés. Donc il y avait. Et même dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose. Il y a eu beaucoup de victimes d'Algériens qui étaient du côté de la France. Mais est-ce que la France n'a pas entamé ces expériences donc, concernant le développement de ce type d'armes en Algérie avant 1830, c'est-à-dire pendant justement la période de la Première Guerre mondiale? Donc, non, avant la Première Guerre mondiale, il faut revenir à la Rouat. 1852. Oui. Donc j'ai dit que le Rouat a été envahi par 3 colonnes. Oui. C'était entre le 21 avril et le 4 décembre. Donc il y avait 3 généraux qui dirigeaient cette opération. Il y avait Pélissier, il y a Bouskaren et Youssef. Donc et le 4 décembre, il y a eu l'assaut. Donc durant cet assaut, il y a eu l'utilisation du chloroforme. Donc le chloroforme qui a été inventé en 1831 en même temps par les États-Unis, l'Allemagne et la France. Donc le chloroforme a été utilisé pour la première fois comme anesthésiant, mais comme il avait une toxicité, etc., donc il a été abandonné par la suite. Donc lors de cette invasion, en utilisant du chloroforme, il y avait au moins 4200 habitants à Rouat. Donc il y a 3786 qui ont péri. Et on ne s'arrête pas là, mais il y a eu d'autres atrocités lors de cet envahissement. Donc il y a des témoignages du général Dubaraï,
qui disait qu'on a pris au moins 40 à 42 Algériens, c'est-à-dire les victimes. Des Algériens, oui. C'est-à-dire les gens tels que ceux qui étaient dans le front. Oui. Donc on les a mis dans des sacs, on les a enfermés, on les a brûlés vifs. C'était grave. Et on parlait aussi que les cadavres ont été, on les jetait dans des puits. Et aussi il y a un autre témoignage de l'écrivain et peintre fromontain qui était à Al-Ghouat en juin 1953. Donc du haut de la montagne qui portait son nom actuellement, il a décrit ce qui s'est passé lors de cet envahissement. Donc, il parlait de plus de 2500 cadavres qui sont encore là. Il parlait de l'atrocité. Mais lui, il ne parle pas de l'utilisation de gaz. Non, il parlait des conséquences qu'ils ont vues. Oui. Ce qu'on a vu comme victimes, comme destruction de la ville. Et même Pélissier, à l'époque, il a proposé de raser la ville et d'éparpiller la population. Donc, ils sont venus. Pourquoi Al-Ghouat? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'auparavant, en 1849, on a rasé la tribu des Zacha. Pourquoi Zacha? Parce que le Biskra et Al-Ghouat, c'est les portes pour la conquête du Sud. Et dans ce cadre-là, le 29 avril 1953, Rondon, le gouverneur français de l'Algérie, et il a signé un traité avec les Mzab. C'est le but. Leur but, c'est d'envahir et pour conquérir le Sud. Pourquoi le Sud? Parce qu'ils savent que le Sud, il y a beaucoup de richesses naturelles. Donc, c'était leur objectif. Hamid, je pense qu'il veut rebondir par cette histoire. Parce que Al-Ghouat, c'était beaucoup de victimes, mais aussi la palmeraie n'a pas été épargnée, les eaux n'ont pas, c'est-à-dire les puits étaient... On voulait éliminer toute trace de vie, à commencer par l'homme avec un grand H. Je pense que l'histoire tout court, mais l'histoire militaire en particulier, va retenir cette chose-là. Al-Ghouat a été la première ville de la planète à subir une attaque chimique. Le 4 décembre 1852, c'était la première attaque chimique dans toute l'histoire de l'humanité. On a attaqué une ville. Si, durant la Première Guerre mondiale, 14-18, il y a eu l'utilisation d'armes chimiques, donc armes de destruction massive, c'était sur un front, en pleine nature. Là, l'armée coloniale, l'armée française, a ciblé une ville qui était déjà encerclée. Mais cette ville avait une résistance farouche. Et donc, pour pouvoir mettre fin à cette résistance, Al-Ghouat a subi la première attaque chimique en milieu urbain. Mais cette attaque, comme l'a si bien décrit M. Mansouri, c'était Amel Khalia. Si on faisait des statistiques, on va se rendre compte très vite que plus de 87, si mes souvenirs sont bons, 87 de la population, 87% de la population a été décimée. Et donc c'est très important. On appelle Amel Khalia parce qu'il y a eu le vide, l'armée française a fait le vide, et on l'appelle aussi Am Shkara parce qu'on a mis des Algériens qui étaient anesthésiés, ceux qui étaient éloignés par le pouvoir anesthésiant de ce chloroforme, qui ont été liquidés après à la baïonnette que nous avons jeté dans un puits. Mais je pense qu'il faut retenir, et permettez-moi d'insister là-dessus, la ville de Al-Ghouat a été la première ville de la planète à subir une attaque chimique. Maintenant, on va donc entamer avec vous, Hassan Hussein, comment la France a entamé donc ses recherches, ses essais, ses expériences, et puis nous allons voir comment elle va utiliser donc à partir de 1930. Oui, à partir donc de 1930, ils ont installé leur campement, leur base donc au niveau de Oued Namous, dans la vallée de Oued Namous.
Et donc, je disais tout à l'heure, juste avant, que ça a été choisi parce que c'est vaste, etc., mais également parce qu'il y avait une voie ferrée qui passait à quelques kilomètres, à quelques encablures, et il y avait également la route qui mène d'Oran vers Béchar. Donc, c'est ce qui a permis encore le choix de cette zone. Mais je voudrais insister sur un point que je détaille dans le livre et dont on ne parle pas beaucoup. En tout cas, on n'en parle pas du tout d'ailleurs. Oui. C'est que le choix donc, de cette région, bon, effectivement, plutôt une vallée de pastoralisme. Il y a donc, elle est riche en végétation. Et donc les nomades, enfin, les nomades l'utilisaient donc pour faire paître leur cheptel. Mais donc dans le choix, vers les années 1927, lors des prospections qui ont été faites, ce qui est absolument sûr, c'est que ça n'a pas été uniquement sélectionné ou uniquement par sa configuration géographique, superficie, voilà, etc., par sa luminosité, mais par la présence de ces pauvres nomades également, ces pauvres habitants qui étaient tout autour et qui étaient estimés autour de 15 000 à 20 000 personnes. Donc, c'était parce que, on n'aura peut-être pas le temps de parler de ça, mais moi, je le traite dans un chapitre que j'ai intitulé « Les courbailles qui ont été utilisées ». Oui. Il n'y avait pas que des souris, et des chèvres, des chats, etc. qui étaient utilisés effectivement quand on faisait des projections, des tirs. Mais il y avait également ces nomades, etc. qui étaient tout autour, etc. Et il semblerait même, comme pour le nucléaire, qu'il y ait des gens qui étaient placés tout autour de la zone, des prisonniers, ce qu'on appelle des fellagas, ce qu'ils appelaient des fellagas, etc. Ça, c'est une certitude, hein, parce qu'on a des témoignages, je le cite dans le livre, où il y a eu des attentats, etc. Donc, des attentats effectués par des combattants de la LN. Et ces combattants n'ont pas été achevés parce que c'est ce qu'on faisait ailleurs. Hein. Donc, dès qu'ils faisaient une opération, on les achevait sur place. Avant d'aborder donc la guerre de libération, j'aimerais donc... Non, je ne parle pas de la guerre de libération, je parle... C'est-à-dire les résistants. Voilà, des résistants qui étaient utilisés. Oui. Donc, au lieu de les emprisonner ou de les tuer, ils étaient gardés pour autre chose. Goodbye. Donc, c'est le même principe qui sera utilisé, M. Ammar Mansouri, dans les explosions nucléaires. C'est-à-dire, on tenait toujours la population à l'écart sans les informer. Donc, ça a été fait sciemment. Effectivement, donc, depuis 1830, la France ne tenait pas compte de ce que pensent les Algériens. La preuve, quand on a choisi pour les explosions nucléaires le Guen ou toute cette région, les Algériens n'ont pas été consultés. La même chose pour le B2 Namous ou bien pour le Bni Wennif. Donc le choix de ce polygone de 100 km sur 60, c'est le deuxième polygone dans le monde après celui du RSS. Donc au niveau de ce polygone, il n'y a pas eu que des essais chimiques et biologiques français. Oui. Non, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu même d'autres pays qui ont fait des essais au niveau de ce polygone. Donc il faut dire toutes ces vérités-là. Donc toute l'utilisation de ces produits chimiques ou ces agents biologiques, etc., ont un impact direct sur la faune, la flore, sur l'être humain. Et donc toute la population qui était autour, qui est estimée à des centaines ou des milliers d'Algériens, sont pour les Français, c'est des cobayes. Parce que par la suite, quand ces gens développent des maladies ou développent des complications, donc ça leur donne une idée sur l'efficacité de tel ou tel agent chimique ou tel agent biologique. Donc toute l'Algérie, pour moi, c'est des cobayes pour la France, pour tous ces crimes multiples et variés entre 1830 et 1962. Hamid. Quand on crée de toutes pièces un polygone de tir, sur une superficie, tenez-vous bien, de 6000 km². C'est l'équivalent d'un pays.
avec une population pouvant être estimée entre 15 000 et 20 000. C'était des nomades qui allaient dans tout ce polygone, qui n'ont jamais été informés. L'essai scientifique et académique se transforme en un crime d'État parce qu'on a intégré ces populations nomades dans les essais, d'où le crime d'État. Et donc, dans ce polygone de tir, on a utilisé des armes de destruction massive, d'abord chimiques, mais aussi biologiques. Et dans le biologique, comme l'a expliqué le professeur Hussein, c'était aussi du bactériologique. Quels étaient les vecteurs? C'était des grenades, c'était des obus, c'était des bombes, mais aussi des missiles à des portées intermédiaires. Donc, l'idée même était de pouvoir, entre guillemets, bombarder des cibles éloignées et pouvoir en même temps, avec des distances de sécurité, entre guillemets, respectées, pouvoir avoir l'effet de ces vecteurs, y compris les missiles, à distance, sans avoir à s'exposer. Et c'est cela le crime d'État. C'est-à-dire, on prend un territoire de 6 000 m², de 6 000 km², pardon. Sur ces 6 000 km², il y avait une population, il y avait de l'air, bien sûr, il y avait de l'eau, il y avait de la végétation, il y avait des êtres vivants, humains et animaux. Et c'est un crime d'État parce que ces armes de destruction massive ont ciblé l'air, l'eau, la terre, les animaux et l'humain. Et l'humain. Donc je vous propose une petite pause et on revient juste après pour évoquer l'usage des armes chimiques et biologiques en Algérie à partir de 1930 et notamment pendant la guerre de libération nationale. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans Histoire et Mémoire. Nous évoquons avec mes invités l'usage des armes chimiques et biologiques en Algérie pendant la période coloniale. Je reprends avec vous, professeur Hassan Hussein. Et donc, à partir de 1830, il va y avoir tout un programme et les armes qui seront expérimentées, notamment dans cette zone de B2 Namous, seront utilisées contre les Algériens. Donc il y a un double crime. Donc le fait déjà d'intoxiquer l'espace, mais aussi les personnes qui y habitent. Oui, à partir donc de 1930-1931, des campagnes ont été organisées pour faire des tests. Donc pour tirer donc, des obus en utilisant des canons, des grenades, des roquettes, et par la suite même des missiles ont été utilisés, ou bien par des avions. C'était une activité intensive. C'était une activité qui se faisait. Bon, il y avait trois campagnes par année, donc en automne, en hiver et au printemps, mais pas en été parce qu'il faisait très chaud, donc ce n'était pas compatible avec les tirs, avec les campagnes. Et donc, il y avait donc des campagnes qui duraient au moins un mois, et donc chaque jour, on testait un composé donc chimique ou biologique, et donc en résumé, ces tirs sont organisés sur un terrain assez éloigné de la base du camp où étaient cantonnés les soldats, etc. Donc il y avait environ 400 personnes qui étaient donc sur place, parmi lesquelles des militaires, du génie, etc., des biologistes, des chimistes, etc. Et donc, il y avait des tirs qui sont effectués. Et les débuts, il y a des anecdotes que j'ai retrouvées un peu dans la littérature. Au début, parfois, quand ils faisaient des tirs, l'obus tombait juste à côté. Donc, c'était la panique
Parfois, il n'atteignait pas la cible, il allait à droite ou à gauche ou bien plus loin, etc. Donc, c'est non maîtrisable en réalité. Donc, c'est les débuts. Et c'est pour ça qu'on appelle en réalité les essais. Donc, pour ça qu'il y avait ça durait longtemps. Et donc, le début, c'était les arsines. Ce qu'on appelle les arsines, c'était des neurotoxiques qui ont été utilisés. C'est un obus, c'est simple, donc dans lequel il y avait donc on mettait la poudre ou le liquide, et puis qu'on lançait sur des cobayes. Je parlais des cobayes tout à l'heure, donc qui étaient placés à environ une dizaine de kilomètres. Au début, c'était 6, puis c'était 20, et on est allé jusqu'à 30 kilomètres. Donc, c'est des tirs qui étaient effectués et souvent, donc, il y avait des accidents. Même les Français en ont subi parfois des conséquences. Mais ce qui s'est passé pour les nomades, etc., donc c'est 30 kilomètres, ça peut aller à droite comme ça peut aller à gauche. Donc, on ne maîtrisait pas en réalité ces tirs. Donc, il y avait un certain nombre il y avait les arsines, puis il y avait la léwisite, il y avait un certain nombre de composés chimiques. Et vers les années entre 1938 et 1940, c'est très important de le signaler, parce que c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les Allemands, les Anglais, ils avaient vraiment avancé, les Américains également. Ils avaient avancé dans le domaine de l'arme chimique et biologique. Et donc les Français, pour la première fois, et ça, personne n'en parle dans les documents, je l'ai retrouvé un peu disons, dans certains témoignages où on parlait du BTX. Bon, le BTX, pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien ça, c'est ce qu'on appelle la toxine botulique. La toxine botulique, là, c'est la toxine la plus dangereuse qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Botox, qu'on utilise en esthétique. Donc, c'est une substance qui est utilisée à très faible dose et qui paralyse les muscles. Donc, c'est un hémotoxique. Et donc, elle a une activité hémotoxique. Et donc, elle agit sur les muscles. Et ça a été testé entre 1938 et 1940. On ne connaît pas très bien la date parce que ce n'est pas documenté, mais on a projeté Mais il semblerait que ça a été une catastrophe, puisque beaucoup de gens ont développé donc la maladie, et donc ils ont arrêté. Mais c'est un test c'était un accident, mais qu'en est-il de la population ? Qu'en est-il? Donc, tous les animaux qui ont été testés ont été décimés dans les 10 minutes juste après le tir. 10 minutes après, tout a été tué. Et donc, ils ont arrêté. Ils ont repris à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de test, on n'a pas d'informations. Mais c'est surtout donc... Mais il paraît qu'on a utilisé des prisonniers espagnols et des prisonniers algériens pendant cette période, la Deuxième Guerre mondiale, comme cobayes dans la région, n'est-ce pas? On les a exposés aux effets. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, un des collègues a parlé de la participation d'autres pays. Oui. Effectivement, il y avait les Pays-Bas, la Belgique, les Anglais et les Américains qui ont participé surtout pour tester le sarin. Le sarin a été le gaz, l'arme chimique qui a été la plus testée en Algérie. Le sarin, c'est un neurotoxique très puissant et qui s'y prête bien à la guerre chimique parce qu'il persiste dans l'air et l'épandage s'effectue sur une très grande surface. Et d'ailleurs, ça a été utilisé un peu partout dans le monde. Et donc, il y a eu le sarin a été synthétisé en 1938 par les Allemands.
Et donc les Français ont pu donc avoir, après la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont pu obtenir la composition chimique, le protocole, et donc l'ont synthétisé et ils l'ont utilisé peut-être probablement plus de 20 fois en Algérie. Donc qu'on teste, donc ils l'ont testé au niveau de donc, il y a eu des composés chimiques qui ont été utilisés. La liste, elle est très longue. C'est à chaque fois, et l'un des problèmes qui est important à signaler, c'est dans le cas de la multiplicité des tests. Pourquoi on multiplie, donc on utilise un composé chimique plusieurs fois? Bon, on utilise pour déterminer un certain nombre de paramètres sur l'animal, etc., pour ensuite les transposer, etc., au niveau de l'homme. Mais les extrapolations, si on a le temps après, on va en parler, ce n'est pas valable. Toutes les études scientifiques le montrent, que les études qui se font sur le chien ou sur le rat ne sont pas transposables à l'homme. Il ne s'agit pas uniquement de multiplier par le poids pour avoir le même effet, ce n'est pas possible. Donc l'utilisation du sarin a été celui qui a été le plus utilisé jusqu'à la fin, après l'indépendance. C'est un composé qui a été extrêmement testé. Et donc, je ne sais pas si à partir, on va aller, disons, l'intensité s'est effectuée à partir de 1954. Oui, nous allons donc revenir à ce dossier, parce que M. Amal Mansouri veut rebondir par rapport donc, à cette... C'est-à-dire, je veux rebondir par rapport au sarin, parce qu'il y a des témoignages. Donc, il y a Henri Pouillot. C'est un militant colonial, c'était président... Et un ancien appelé. Hein. Et président du collectif... sortir du colonialisme. Donc, il parlait de l'expérimentation par la France du sarin durant la guerre de libération. Il parlait de ça. Il ajoute qu'après l'utilisation de l'agent orange, donc c'est l'équivalent du napalm, il parlait de ça, et c'est la dioxine, l'agent orange, il parlait du napalm pour détruire au moins 800 villages algériens. On va en parler. Nous allons revenir. C'est la guerre de Mais il y a un autre témoignage, c'est le sergent Auguste Cousin, c'était en 1959, donc à Bni Ounif, lors de tests, qu'est-ce qu'il dit du gaz, c'est un puissant neurotoxique. Donc il dit, durant le deuxième semestre de l'année 59, j'ai été appelé à la base secrète de Bni Ounif, donc c'est site des armes spéciales. Chaque matin, les officiers nous donnaient l'ordre de tirer à 6 ou à 8 km au canon durant 2 heures. Nous avons expérimenté le gaz sarin. La cible, c'est quoi? La cible, c'est des caisses disposées dans le désert dans lesquelles étaient emprisonnés des animaux. Donc la réalité de l'utilisation du sarin dans la production elle-même, c'est une réalité, mais l'utilisation, c'est qui est encore plus grave. Donc ça a été utilisé en tant qu'essai, donc elle a des effets sur tout ce qui est vivant dans cette région. Moi, j'exclus pas l'utilisation d'êtres humains avec les animaux, j'exclus pas ça, parce que c'est le but de voir quel est l'effet du sarin. Et en même temps, durant la guerre de libération, ce sarin a été utilisé. Donc je reviens aussi que le programme des armes de destruction massive de la France en Algérie, c'est un programme complet, c'est un programme intégré, parce qu'il y a aussi le développement des vecteurs. Donc quand on dit vecteur, c'est ce qui a été fait en 1947, donc c'est le spatial, et au niveau du colon Béchar, le balistique. Donc tout ça, c'est un programme intégré, complété. Le but essentiel de la France, c'est de devenir une puissance. Donc l'Empire, c'est de faire peur, surtout aux pays qui sont colonisés, que la France, elle est là, elle a le nucléaire, elle a le chimique, elle a le balistique, elle a le spatial, etc. Donc tout ce programme a eu des conséquences néfastes et irréversibles des fois pour l'Algérie et même pour l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas que l'Algérie qui était victime de la France coloniale, mais il y a beaucoup de pays africains.
Et dans ce cadre, je crois que dans le cadre de l'Union africaine, que les pays africains doivent s'unir et demander réparation à la France coloniale. Hamid, vous savez que la France est l'un des pays signataires durant les années 20 contre la Convention de Genève contre la prolifération des armes chimiques et asphyxiantes. Donc, et elle va développer, donc 5 ans plus tard, un programme colossal, un programme d'armes chimiques. Comment vous expliquez cet agissement? On est dans une période assez difficile à l'époque. Oui. La France a eu à subir, les Algériens aussi, oui, les gaz de combat. C'était la première fois qu'on utilisait des gaz de combat dans une guerre mondiale. C'était les Allemands qui avaient utilisé du gaz pour pouvoir avancer sur le terrain. Il y avait de la résistance des armées, de l'armée française, mais était composée d'Africains aussi et d'Algériens dans les tranchées. Ensuite, la France a découvert son retard sur ses armes chimiques. Elle a mis les bouchées doubles. Il y avait déjà le polygone de 6000 m² du côté de Bni Ounif. Il fallait avancer. Et pour avancer, il fallait expérimenter, mais expérimenter sur le vivant aussi. On a parlé tout à l'heure des tribus, des nomades qui faisaient de l'agropastoralisme, mais il y avait aussi des animaux, il y avait de l'herbe. Et donc, les bouchées doubles ont été mises. Pourquoi? Pour pouvoir rattraper le retard. Vous savez, on appelle ça... Au grand dam des conventions et des vous savez, lois internationales. On faisait fi de toutes les conventions internationales, d'abord parce que c'était des territoires qui étaient occupés. L'Algérie était un pays sous domination française, dans des endroits qu'ils disaient inhabités, mais l'histoire est là, l'histoire, dans les deux sens du terme. Ouais. L'histoire qui est et qui sera écrite, je l'espère, par les Algériens, mais l'histoire des statistiques françaises qui disaient que dans la région, il y avait 10 000, voire 15 à 20 000 personnes qui habitaient sur ces vastes territoires. Et on a choisi délibérément ces vastes territoires pour, d'un côté, se mettre à l'abri et tirer différents vecteurs vers des populations qui étaient certes éparses, mais pour pouvoir étudier les effets des gaz de combat sur ces populations. Donc, encore une fois, c'était un crime d'État perpétré par une nation, la France, signataire de conventions internationales portant interdiction d'utiliser les armes chimiques. Oui, je voulais ajouter oui, à ce que vient de dire mon collègue là. Lorsqu'on faisait ces tests-là, donc, il y avait ce sont des épondages en réalité, donc soit on tirait avec des obus, etc., ou bien des avions qui faisaient des pulvérisations sur les cobayes. Et donc, en réalité, moi, j'ai fait un schéma là pour expliquer dans le livre. Donc, il y a donc les gouttelettes ou la poudre qui descendait donc sur les cadavres sur une certaine superficie qu'on estime à environ 500 mètres donc de diamètre. Mais il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est les vents. C'est les vents, c'est de la météo, les conditions météorologiques qui sont incontrôlables. Donc il y avait de la dispersion. Voilà, ça se disperse. Et donc ça peut aller on a estimé jusqu'à 100 km. Donc vous voyez, on passe de 500 mètres à 100 km. Autrement dit, les toxiques, en réalité, il n'y a pas uniquement les nomades qui sont juste à côté, mais ça va aller jusqu'à Mechriya, pour ceux qui connaissent, et jusqu'à Bni Abbas, dans le sud, dans des régions habitées. Des régions très fortement habitées. Ont été impactées. Impactées, surtout avec la multiplicité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a cet effet-là météorologique. Alors, est-ce qu'elle a été utilisée sciemment ou pas? Point d'interrogation. Je pense qu'elle a été utilisée sciemment parce que là, on a en même temps les résultats sur place, mais également au niveau des territoires ou des villes environnantes.
pour les essais chimiques biologiques, ils ont eu lieu normalement en 1930-31 à Chega. Chega, c'est une de Tougourde. Oui. Donc, pour dire qu'il y a une autre région qui a été ciblée. Et puis, on a opté pour Bédénamous. Quand il s'agit des conventions internationales, justement, la France, elle est signataire déjà en 1675, la convention de Strasbourg, signée entre la France et l'Allemagne, interdisant l'usage d'engins toxiques. Déjà en 1600. Donc, en 1899, il y a la convention de La Haye, signée par 24 pays, et cette convention, elle interdit les poisons et tout ce qui est toxique. En 1925, il y a le protocole de Genève. C'est en 25 déjà. Oui. Donc il y a beaucoup de trucs. 72, la convention sur les armes biologiques, et en 93, c'est la convention sur les armes chimiques qui a abouti sur la création d'une entité qui est actuellement La Haye, et qui fait partie de l'ONU. Donc la France, malgré toutes ces conventions, malgré tous ces engagements, malgré la dangerosité de ces toxines, de ces virus, de ces bactéries, de ces agents chimiques, le sarin, le tabac, etc., elle connaît très très bien, comme dans le domaine du nucléaire, elle connaît les conséquences réelles de l'atome sur l'être humain, sur le vivant, mais elle passe outre. Parce que son objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de devenir une puissance. Peu importe le stade et les conséquences sur les Algériens. Et à cet effet, je crois que ce qu'on vient de développer, c'est des crimes coloniaux, soit en Algérie, soit en Afrique, contre l'humanité. Et c'est des crimes d'État. Parce que c'est tout l'État français, c'est scientifique, c'est militaire et c'est politique qui sont tous d'accord. Ils ont accordé leur violence pour devenir une puissance parmi les puissances mondiales. Et les crimes seront justement commis d'une manière préméditée pendant la guerre de libération nationale à travers l'usage, parce que l'année dernière, il y a eu ce documentaire de l'historien français Christophe Lafaille qui a montré quelques aspects en fin de compte. Hein. C'était l'affaire la guerre des grottes. La guerre des grottes, mais l'usage des armes chimiques dépasse cette... ne se limite pas simplement à ces grottes, professeur Hassan Lafaille, il a écrit également un livre qui est paru en 2025, donc il vient juste d'apparaître, donc que j'ai lu. Et en réalité, lui, il parle de 400 grottes 400 grottes qui ont été donc gazées. Mais ce qui est important aussi de signaler, on a parlé des enfumades, etc., concernant cette affaire-là, c'est qu'ils ont utilisé donc, ces gaz à titre préventif aussi, parce qu'ils ont trouvé, pour prévenir que des combattants puissent y accéder. Donc toutes les grottes qu'ils ont trouvées, ils ont mis des gaz à l'intérieur et puis donc de manière à ce que personne ne puisse s'y réfugier. Et nous savons que même des citoyens civils, des fois... Les citoyens, ils vont se protéger donc, au niveau... Donc ils ont même gazé des grottes, disons, qui n'étaient pas occupées par des combattants. Donc c'était à titre préventif pour ne pas que personne ne puisse y accéder. Mais donc, pour revenir à la guerre de libération nationale, c'est là qu'en réalité, que l'intensité des essais s'est accélérée. C'est accéléré. Donc, j'ai répertorié une cinquantaine de composés qui ont été testés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des campagnes qui se déroulaient en automne, en hiver et au printemps. Donc c'était le sarin, on en a parlé, le saumon, le tabac, des composés biologiques. L'agent de la peste a été utilisé. Ils ont utilisé une autre bactérie qu'on appelle Serratia, qui a la propriété donc de produire un pigment orange. Et donc, ce sont des bombes qui donnent donc des gouttelettes orangées. Et donc, c'est pour tester donc un peu l'épandage. L'épandage donc puis après, c'était l'agent de la peste
Alors, l'agent de la peste, d'un point de vue historique, a été utilisé, je pense, par les Japonais en Chine. Non, il a été utilisé par des Japonais. C'est ce qu'on appelle la fameuse compagnie de Ishii, du général Ishii. Ça, c'était en 1930, 1931. Ils ont testé donc l'agent de la peste sur des Chinois, sur des Chinois, mais ils ont utilisé des parasites, hein, donc des insectes. Donc, ils ont contaminé et donc ils ont fait un épandage d'insectes. Et donc, ce sont les insectes en retombant qui ont tué. Alors, en Algérie, comment il a été utilisé cet agent? Donc, c'est important. En Algérie, moi, parce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai précisé qu'il n'y a aucune documentation qui parle de ça. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé on n'en a pas parlé. Il y a un centre en France qu'on appelle le centre d'études du boucher. Voilà. Il est à une quarantaine de kilomètres de Paris. C'est plusieurs hectares, hein. C'est énorme. Et donc là, ils ont fait des élevages. Bon, on a parlé de milliers d'élevages d'insectes. Et parmi les insectes des puces qu'ils ont utilisées, donc on a trouvé 2 espèces, je ne me rappelle pas très bien de leur nom en latin, 2 insectes qui sont exactement celles qui ont été utilisées par les Japonais. Donc ceci explique cela. Bien évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils ont utilisé les mêmes puces, mais on ne peut pas produire des milliers d'insectes comme ça pour rien. Sachant qu'on ne peut pas faire ça... Une précision peut-être? Oui, Hamid. Le centre d'études du boucher a une tutelle. Cette tutelle, c'est qui? La Direction générale de l'armement, dépendant du ministère français de la Défense. Et donc, le Centre national du boucher a beau être un centre, entre guillemets, scientifique, il relève de la division des armes de combat, de la Direction générale de l'armement du ministère de la Défense français. Pour poursuivre, donc il n'y avait pas que le gaz sarin, donc c'était une palette. C'était une diversité de composés chimiques qu'ils ont utilisés. Ils ont aussi utilisé, mais peut-être qu'on va aller, c'est après l'indépendance, ils ont utilisé un autre composé plus grave, plus toxique que le sarin. C'est ce qu'on appelle le composé V10 ou VX. Le VX, c'est un venin, c'est venin, veut dire venin, donc Venomous. Donc composé 17, composé 10 qu'ils ont propagé au niveau de Wedenamus. Et donc il y a une multitude de composés qui ont été testés. Et je parle dans un chapitre de la fourche à la fourchette. Donc ça veut dire qu'ils ont en même temps testé et utilisé le napalm. Nous allons y revenir, donc la dernière partie. Peut-être une petite précision à rajouter à ce que dit le professeur Hassan Hussein. En chimie, il y a ce qui est connu, le tableau périodique des éléments, qui est le tableau de Mendeleïev. L'armée française, la France, a utilisé en Algérie le tableau périodique des gaz de combat et des armes et des éléments chimiques, biologiques, bactériologiques. Et donc, l'armée française avait son vrai tableau périodique en Algérie. Toujours pour les gaz toxiques, que la France a utilisé ces gaz avant même 1954. Donc, c'est la compagnie spéciale Z qui a utilisé en 1950 des gaz toxiques contre des citoyens à Blida, après leur refuge dans les grottes de montagne, la première. Donc, en 1957, on a rassemblé des citoyens dans la région de Isser. On les a entassés dans des fûts de vin, puis on les a tués par asphyxie par le gaz lacrymogène. En 1959, dans la région de Constantine, les forces coloniales ont attaqué et tué par des bombes asphyxiantes et par des gaz toxiques plus de 100 personnes, parmi elles des femmes et des enfants, après avoir pris refuge dans des grottes de montagne. Donc l'utilisation de ces gaz, elle datait avant même 1954. Pourquoi? Parce que la France a développé, donc il y a tout un investissement dans le cadre de la production de ces armes chimiques. Même Mesmer, le ministre de la Défense, il dit que tous les pays ont développé ça. Pourquoi on reste en marge? Donc les Français, toujours, ils sont là. Si l'Allemagne avance dans un domaine ou les États-Unis dans un autre domaine, eux aussi veulent être dans le... Donc toute cette production, il faut l'utiliser. Utiliser contre qui?
c'est contre les Algériens, contre les Africains, même les autres pays, pour montrer la puissance de la France, pour défendre l'Empire français et pour que cet empire demeure longtemps. Donc ces gaz n'ont pas suffi, mais il y a d'autres utilisations, si on peut parler du napalm. Bien sûr, donc alors... Mais peut-être qu'avant le napalm, il y a une précision à donner, puisqu'il remonte un petit peu dans le temps, docteur Ammar Mansouri. Il y a des indices qui disent que le 8 mai 45, vu l'ampleur des victimes, 45 000 morts, est-ce qu'il y a des indices qui prouvent ou qui empruntent ce chemin de l'utilisation d'armes de destruction massive lors des massacres du 8 mai 45? Moi, j'en suis personnellement convaincu que le colonialisme n'épargne aucune arme, parce que leur but, c'est quoi? C'est d'exterminer, de tuer. Donc, si on a un moyen de destruction massive, pourquoi prendre beaucoup de temps? Donc, 45 000 morts, on ne les a pas tués comme ça. Donc, il y a beaucoup de villages, beaucoup de douars qui ont été décimés pendant cette période. Et moi, je soupçonne qu'il y a l'utilisation des gaz, de lacrymogène ou d'autres gaz, le sarin, ou d'autres gaz contre le peuple algérien. Vous voulez rajouter rebondir sur cette question-là de 1945. Je pense que, d'abord, je suis d'accord avec lui. Je pense que tout ce qui a été possible de tester l'a été dans les faits. C'est une occasion, probablement. Mais même si ça n'a pas été testé, je pense, j'en parle, je pense que c'est une occasion pour les Français de tester pour ne pas avoir ce genre de rassemblement, de manifestation. Et d'ailleurs, en parlant de manifestation, en 1965 précisément, il y a eu une manifestation des habitants de la région de Oued Namous. Toutes les Bni Wennif, Djniyen, Dermel, etc. Moi, je connais tous ces villages-là. Donc, ils se sont rassemblés à Bni Wennif et ils ont dit donc ils scandent des baraquettes et nous sommes indépendants, donc il faut arrêter ce massacre. Voilà, parce que juste avant, le composé dont je parlais tout à l'heure, le composé VX, voilà, il a été utilisé en plus du sarin. Et ça a entraîné une hécatombe. Et je le retrouve par la suite, je retrouve ce fait-là lors du renouvellement, je ne sais pas si on va en parler après, parce que les essais ont été donc prorogés lors d'un accord entre l'Algérie et la France, donc de 5 années, donc jusqu'en 1972. Et l'une des conditions posées par l'Algérie, c'est l'indemnisation de tout ce qui a été tué. Je crois qu'il y a eu 5 000 ou 6 000 brebis, etc., qui ont été tués. Et donc, tous, ils ont été donc indemnisés pour pouvoir justement, pour faire en sorte que l'accord soit signé. Alors, donc, je vous propose une petite pause et puis on revient juste après pour évoquer justement la question, l'utilisation du napalm, qui est considéré également comme une composition chimique, et évoquer les conséquences de l'utilisation de ces armes chimiques et bactériologiques en Algérie. À tout de suite. Vous êtes toujours sur HAL 24 News, vous regardez Histoire et Mémoire et nous abordons l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques en Algérie pendant la colonisation française. Nous avons évoqué donc les premières utilisations juste après donc l'occupation de l'Algérie, ensuite les essais et les expériences faites en Algérie par l'armée française tout au long du XIXe siècle et la première période du XIXe siècle et du XXe siècle. Et nous avons également évoqué l'utilisation de ces gaz durant la guerre de libération nationale. Justement, durant la guerre de libération, il y a l'utilisation intensive du napalm, M. Ammar Mansouri. Donc le napalm, c'est une arme ou l'instrument idéal pour la destruction massive de la faune et de la flore et toute forme de vie.
Donc le napalm a été inventé en 1942 à l'université de Harvard aux États-Unis. Et le mot napalm, ça veut dire napalm, Na c'est le sodium, et palmitate. Donc c'est le palmitate de sodium. Donc c'est pour brûler soit des vivants, soit des villages, soit des montagnes à une température de 1200 degrés. Donc le napalm a été utilisé pour la première fois déjà en 1943 contre les Allemands, par les États-Unis, 1945 contre les Japonais, en 1950-1953 dans la guerre de Corée, et entre 1960 et 1975 au Vietnam. On a utilisé l'agent orange et le napalm au Vietnam. Et entre 1954 et 1962 en Algérie. Donc le napalm a été utilisé en Algérie pendant plusieurs batailles. On a la liste des batailles où on a utilisé du napalm contre les Algériens. Donc c'était la bataille d'Erem. Déjà le napalm, on ne dit pas le napalm à l'époque. Même il y a une note. On interdisait donc... On dit les bidons spéciaux. C'est pour ne pas dire la vérité. Parce que la France, elle est connue pour ses mensonges. Donc il faut dire les vérités. Donc on dit les bidons spéciaux pour que les gens ne connaissent pas que ça veut dire le napalm. Donc c'est un produit qui n'est pas dangereux en quelque sorte. Donc il y a eu beaucoup d'utilisation dans la bataille d'Erem en 58. Je ne dis pas dans les détails. La bataille de Zorès en 58 aussi. La bataille de Titouilet en 58 toujours. La bataille de Jebel Mezi en 60. La bataille de Jebel Boukhil en 61. Et la liste, elle est grande. C'est-à-dire, ce qui a fait la fierté des soldats français. On utilise le napalm, ils disent que nous, on a utilisé le napalm avant les Américains qui l'ont utilisé au Japon. Ils ont écrit, c'est une fierté pour eux. Donc le napalm, comme l'a dit l'anticolonialiste Pouillot, on a détruit au moins 800 villages avec du napalm. Donc on a brûlé les êtres humains et leurs villages avec du napalm. Donc actuellement, à l'époque, il y a eu beaucoup de montagnes qui ont été brûlées. Oui. Donc il y a un grand effet sur l'environnement. Donc actuellement, les conséquences du napalm, il y a beaucoup de gens qui vivent encore, qui ont été bombardés, qui ont survécu, qui ont été bombardés par le napalm. Donc quand on voit, c'est-à-dire les traces, quand on voit les séquelles, c'est quelque chose d'inhumain. Alors que la France savait très très bien que ce produit ou cet agent est très dangereux, malgré ça, elle l'utilise contre les humains. Et actuellement, c'est-à-dire on voit qu'il y a des régions en Algérie où rien ne pousse, c'est-à-dire dans des montagnes, etc. Donc les conséquences, c'est pour longtemps. C'est comme le nucléaire, c'est des conséquences pour longtemps. Donc ce qui prouve que la France a utilisé tous les moyens possibles, imaginaires, pour la destruction massive, soit de la faune, soit de la flore, soit de... Pourquoi? Parce que durant la guerre de libération, la France sait qu'elle va quitter l'Algérie. Elle le sait. Elle sait que ses jours sont comptés en Algérie. Donc elle a tout fait pour polluer toute l'Algérie. Actuellement, une grande partie du territoire algérien est polluée par l'atome, ou par les agents chimiques, ou par les agents biologiques, ou par aussi même les expériences qu'ils ont fait sur le balistique ou sur le spatial. Donc vous voyez que la France, avant de quitter l'Algérie, elle a tout programmé pour détruire ce pays, sa faune, sa flore, ses êtres humains, ses montagnes, elle a pollué les eaux, elle a tout. Donc c'est un crime sans fin et c'est un crime continu qu'il y a lieu de défendre, qu'il y a lieu de s'unir, surtout avec les pays africains qui sont au même titre que nous, c'est des pays qui étaient colonisés. Et dernièrement, le président de la République en a parlé dans le discours au niveau d'Addis Ababa, où on parlait des crimes coloniaux. Et l'Algérie est prête à donner des informations, de taille, des documents, des témoignages sur ces crimes coloniaux de la France coloniale. Professeur Hassan Hussein, vous voulez donc revenir sur cet usage intensif Oui, moi je voulais revenir juste pour donner expliquer exactement ce qu'est le napalm et également ses conséquences. Bon, le napalm c'est un composé chimique composé de naphténate et de palmitate.
donc deux substances chimiques qui, en s'associant, et si lorsqu'il y a un épandage de napalm, donc sa première cible, c'est la peau. C'est la peau, donc dans toute son extension, de la tête jusqu'aux pieds. Et donc là, à ce moment-là, elle va causer des brûlures, donc des brûlures un peu partout. Et puis, elle va pénétrer dans l'épiderme, puis le derme, etc. Et elle va aller jusqu'aux os. Pour brûler tout. Et donc, c'est associé également à, donc on dirait que c'est qu'on a jeté de l'alcool sur la personne. Donc il y a aussi du feu. Donc c'est pour créer la panique en réalité. Donc c'est pour tuer, mais également la terreur. Pour créer la terreur. Voilà. Parce que c'est propagé sur des mechtas, sur des montagnes, etc. pour que les gens quittent les terres. Donc c'est la politique de la terre brûlée. En réalité. Oui, la terre brûlée. Voilà. Et c'est pour combattre un peu la rébellion, pour ne pas que les combattants puissent aller vers s'alimenter, etc. Donc pour créer un peu le vide. Voilà. Hamid, nous savons que la France, il y a la section des armes chimiques. Il y a également des pilotes qui ont été formés spécialement pour larguer donc, ce qu'on appelle les BS, les bidons spéciaux. Bidons spéciaux. Heureusement qu'ils ont témoigné pour la postérité. Il y a deux pilotes pour le moment. Deux pilotes, oui, qui ont témoigné et qui ont vu après. Vous savez, quand en aviation, quand on fait un largage de bidons spéciaux, on fait un virage pour pouvoir, entre guillemets, apprécier. Et l'un des pilotes a remarqué, a vu, après avoir largué du napalm, mais qu'il appelait les bidons spéciaux, en radio, parce que c'était interdit, il a vu des personnes qui couraient enflammées. C'est tout simplement insupportable. C'était une forme de dissuasion par la peur, c'est le terme exact de terrorisme. La France voulait terroriser les populations qui résistaient ou alors pour terroriser la population qui aidait les moudjahidines de la LN. Autre chose peut-être d'aussi importante dans ce terrorisme multiforme. Il y a eu bien sûr, durant la guerre de libération nationale, l'usage de la torture à domicile. Mais il y a eu aussi ce que, sur le plan académique, on appelle ça des essais, mais sur le plan de l'histoire, ce sont des crimes. Il y a eu des crimes chimiques, il y a eu des crimes atomiques, il y a eu des crimes bactériologiques, donc biologiques. Mais peut-être qu'à la fin, l'utilisation massive de napalm, c'était pour le moudjahid est comme un poisson dans l'eau quand il est dans les maquis. D'ailleurs, on nous appelait les maquisards. On se mouvait dans les forêts, dans les maquis avec une facilité déconcertante pour pouvoir arriver à la cible et organiser l'embuscade. En utilisant de manière massive le napalm, c'était pour couper, j'allais dire, l'herbe sous les pieds des moudjahidines et les séparer d'un côté des mechtas, de l'autre des cibles. Finalement, après tout cela, après tous ces crimes, lorsqu'on voit l'engouement des Algériens pour planter des arbres, c'est l'une des meilleures répliques à la pensée coloniale par la pensée écologique, la pensée mémorielle, par fidélité aux Shuhada et aux Moudjahidines et à la terre, on s'enracine dans l'histoire et on plante nos racines et de nouvelles racines sur la terre algérienne qui a été irriguée par le sang des Shuhada. C'est un défi. C'est un défi, oui. C'est le défi des Algériens. Donc on a quelques minutes, donc on va essayer d'évoquer les conséquences. Parce que est-ce qu'on a pu quantifier les conséquences de cette utilisation des armes chimiques, du napalm et de tout type d'agents que vous avez énumérés tout au long de l'émission? Bon, quantifier, c'est impossible de le faire, mais on va donner quelques des hypothèses, si on veut. Donc, quelques hypothèses. Je voudrais juste revenir, si vous permettez, à un témoignage. Oui. Un témoignage, pour ne pas l'oublier. Donc, entre 1959 et 1962, Auguste Cousin, c'est un sergent, voilà, un sous-officier qui était à Oued-Namous, donc il était chef de pièce. Donc, voilà. Et donc, il était là pendant 3 ans. Et j'ai retrouvé ses coordonnées
Il était député donc, dans le nord de la France. Et moi, j'étais en France à cette époque-là. Et ça fait quelques années. Et donc, j'ai pu le contacter. Et donc, je lui ai écrit un mail pour lui demander est-ce qu'il y avait... je pensais qu'il allait avouer quelque chose. Donc, est-ce qu'il y avait comme cobaye des êtres humains? Donc, il m'a répondu qu'il n'a jamais vu ça. Donc, il n'y avait que des animaux. Il m'a donné tous les animaux, du cochon jusqu'à... Donc, voilà. Et je lui ai réécrit pour préciser. Donc, alors, après, il m'a... pour qu'il me donne un peu donc, ses écrits, ses témoignages. Et après, il m'a écrit ceci, dans un mail. Hein. J'ai noté que les indigènes, lorsqu'ils allaient récupérer après les tirs, oui. Lorsqu'ils allaient récupérer les échantillons, parce qu'ils faisaient des échantillonnages au niveau des cages, donc prélèvement de sang, prélèvement de salive, etc., donc pour pouvoir les tester, pour pouvoir les analyser et voir l'effet du toxique, du chimique ou biologique. Et donc, ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, j'ai noté que des indigènes, les indigènes, c'est les employés qui étaient. Donc, il y avait environ 400... Les Algériens. C'est des Algériens. Oui. Donc, voilà. Donc, j'ai noté que les indigènes faisaient partie des personnels appelés après les tests pour aider les expérimentateurs. Eux n'étaient pas habillés comme nous. Et selon l'exigence de la situation toxicologique. Mais ils ne s'en plaignaient pas. Donc on les a exposés sciemment. Voilà. Et personne n'a demandé après eux, personne n'a cherché. Sans leur faire connaître, j'allais dire, leurs droits en matière de minimum de protection. Donc on n'a pas encore toutes les données. On n'a pas de données en réalité. Et d'ailleurs, vous avez même découvert qu'il y avait des essais après, des essais les plus dangereux, les plus terribles, etc. Oui. N'est-ce pas? La documentation, vous savez, je pense qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est que la documentation que l'on trouve, soit des livres, soit des écrits, soit des témoignages comme... les témoignages, d'abord, ils traitent uniquement de la période post-indépendance. Aucun écrit ne parle de Wad Namus avant. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, on n'a jamais parlé du biologique. Oui, jamais. Jamais parlé du biologique. Donc ça, c'est déjà donc pour vous dire que les gens qui ont accès aux archives, ils ont probablement des informations. Est-ce que ces archives ne sont pas encore frappées du sceau secret défense? Les archives, c'est un gros problème aussi bien pour le nucléaire que pour le chimique. Vous savez que normalement, en principe, après 50 ans, les archives sont déclassifiées et donc accessibles à tout un chacun, aux chercheurs, etc. Mais il s'avère que, d'une part, on dit, voilà, il y a eu la loi du 8 juillet 2008, je crois, qui a été initiée, justement pour permettre la déclassification. Mais juste après, il y a eu une instruction ministérielle, c'est à la mine numéro 1300, qui permettait l'accès, mais sous condition. Donc, une conditionnalité. Et parmi cette conditionnalité, les armes chimiques figurent en première place. Exact. Donc, aucune archive ne pourra être communicable. L'histoire va nous dire, je l'espère, très rapidement, après plusieurs demandes, l'une des toutes dernières remonte à 2012, une demande algérienne concernant Bédenemous. Wad Namus. En 2013, le fameux centre du Boucher, qui travaille sur cet aspect-là et qui dépend de la Direction générale de l'armement du ministère de la Défense français, devait envoyer une équipe de techniciens pour voir l'état de contamination sur le site, sur le polygone de tir qui fait quand même 6000 km² de Bédenemous.
En 2013, la centrale syndicale française CGT s'est opposée à l'envoi des techniciens français sous un prétexte qui me paraît, j'allais dire, neurobloquant, entre guillemets. La CGT avait peur pour ses techniciens, elle mettait en avant le risque terroriste du côté de Béchar. Vous imaginez 2013 un risque terroriste à Béchar? Il n'y avait pas de risque terroriste à Béchar en 2013. Il y avait probablement des résidus de contamination chimique, biologique, bactériologique sur le site de Bédenemos, d'où le refus dérobé, déguisé du centre du Boucher qui s'est caché derrière sa centrale syndicale. C'est vous dire que l'histoire se répète, c'est la même chose du côté de Hineker, c'est la même chose du côté de Hamoudia, mais il faut toujours demander, exiger, négocier, taper sur la table pour avoir accès aux archives, parce que comme le disait le professeur Hassan Hussein, la loi de 2008, mais la loi de 2008, dans l'un des articles, il est expressément fait interdiction d'avoir accès aux données pouvant produire des armes chimiques. Donc c'est là aussi une dérobade pour ne pas permettre, ne serait-ce qu'aux chercheurs, d'avoir accès aux archives de ce qui s'est passé que ce soit à Hamoudia, Hineker ou alors à Bédenemos. Professeur Ammar Mansouri, vous faites partie des scientifiques et des chercheurs qui militent pour que la vérité soit faite par rapport donc, à cette histoire des armes chimiques. C'est-à-dire l'Algérie en général, elle ne cherche que la vérité et la justice. C'est ça notre objectif. Et pour qu'il y ait une vérité, il faut l'accès aux archives. Parce qu'on ne peut pas avoir une vérité sans qu'il y ait des archives, des témoignages, des choses concrètes, même au niveau de la justice, il faut des documents, etc. Donc malheureusement, dans la loi de 2008 des archives, la France a rendu que les archives du nucléaire sont devenues incommunicables. Les archives du chimique aussi conditionnées. Donc vous voyez que la France, elle ferme la porte. Le téléphone sonne, elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Et vous avez vu que l'Algérie, dernièrement, que l'armée nationale populaire a engagé, c'est-à-dire, elle a relevé un défi très important, c'est de dépolluer tout ce qui est nucléaire, et peut-être un jour on arrivera à dépolluer ce qui est chimique. Donc c'est le défi de l'Algérie, elle prend ses responsabilités c'est-à-dire pour que les citoyens soient à l'abri de tous les risques, soit chimiques ou nucléaires. Mais malgré ça, que le combat doit continuer. Le combat pour avoir nos droits, pour l'indemnisation, pour la reconnaissance et pour les excuses. Parce que quand on parle d'excuses, il y a même deux experts des droits de l'homme. En 2024, le 23 septembre, ils ont envoyé un mandat à la France. Parmi les points, il y a un point qui dit « Est-ce que vous avez demandé des excuses à l'Algérie ?» Donc, les excuses, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose c'est-à-dire qu'on doit revendiquer. Par contre, on fait une erreur, on s'excuse. Il y a c'est-à-dire des relations bilatérales, on trouvera des solutions. Et pourquoi la France a trouvé des solutions avec d'autres pays, soit pour le chimique, soit pour le nucléaire. Et avec l'Algérie, le problème est toujours là. Donc là, je termine personnellement avec une petite conclusion qui dit que France Fanon, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans sa lettre qui a signé Abdi dans 1956. Il dit que si le monde a oublié ce qu'a fait la France en Algérie, durant les différentes périodes de l'histoire, qu'on vient de développer, ces périodes de l'histoire, les documents historiques ne l'oublient pas. Donc on est là. Il y a des documents à travers des émissions pareilles, il y a des éclaircissements, il y a des livres, on est en train de créer des livres. Dans quel but? Pour que les générations futures n'oublient pas. Hamid, après le dernier mot pour monsieur. Vous savez, la France, c'est le pays des 3 P. Le principe du pollueur-payeur. Elle l'a toujours revendiqué, leader du principe du pollueur-payeur. Le pollueur, c'est la France, à Hineker, à Hamoudia, mais surtout à Bédenemos. Ces dernières années, on a remarqué, le ciel a été clément, il a neigé
du côté de Beni Ouennif. Lorsque la neige tombe, on dit de manière traditionnelle en Algérie, parce qu'on est croyant, Am Khir, Inch'Allah. Sauf que la neige, à la fonte des neiges, la neige se transforme en eau. Et cette eau ruisselle. Quand l'eau ruisselle, il ruisselle aussi sur l'oued, Nemos, et sur les 6000 km² du polygone de Tyr. La France, leader du principe du pollueur-payeur, doit remettre les archives, doit venir décontaminer pour que nos enfants puissent demain occuper utilement les 6000 km² contaminés. J'espère qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne le sont plus, mais il faut vérifier ça à travers les archives et à travers une véritable étude. Au nom du principe du pollueur-payeur, la France doit réparer les dégâts chimiques, biologiques et bactériologiques. Une dernière question, donc, Hassan Houzi, est-ce que l'agent chimique a une durée de vie comme l'atome? Oui. Bon, alors, il y a beaucoup de composés chimiques. Ça dépend de la composition chimique. Donc, pour parler uniquement du sarin qui a été très utile, très employé, bon, on estime qu'il a une durée de vie d'une dizaine d'années. Seulement, lorsqu'il est dans le sol, mon collègue vient de parler donc de l'infiltration. Lorsqu'il est dans le sol, bon, il va s'infiltrer. S'il n'est pas réutilisé par les plantes, s'il y en a, mais sinon, il va vers les nappes d'eau, donc vers les puits. Il y a des puits là-bas qui ne sont plus utilisables. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai visité la zone, on m'a montré un puits, il s'appelle Bir Raj, quelque chose comme ça, donc, qui ne peut plus être utilisé parce que dès que les animaux viennent donc, boire, ils commencent à vomir, etc. Bir Raj, il porte bien son nom. Voilà, le puits empoisonné. Oui, un puits empoisonné. Et donc, dans mes recherches, j'ai trouvé une thèse qui parlait, donc, c'est une recherche sur le sol que j'ai trouvé comme ça par hasard, et qui a été fait à Béchar. Donc, ils ont trouvé, parmi les composés qu'ils ont trouvés, j'ai trouvé un produit de dégradation du sarin. Ça fait quelques années, 3 à 4 ans. Ça, c'est pour les produits chimiques. Il y a probablement des composés toxiques qui persistent dans le sol. Mais là où le problème est grave, et si vous permettez que je développe cette partie-là, là où le problème est grave, c'est les germes bactériens, c'est les spores. Les spores, ils peuvent durer des milliers d'années. On a retrouvé des spores dans les momies égyptiennes. Donc ça peut durer énormément. Sachant que les spores ont été utilisés beaucoup par épandage, etc. Surtout le spore du charbon, qui a été, je n'ai pas signalé, donc il y avait la peste, mais également le charbon. Ça peut durer des milliers d'années. Et je vais raconter une petite histoire qui est véridique. Donc les Anglais ont utilisé les spores de bactéries au niveau d'une île qu'on appelle l'île Grignard en Écosse, en 1942. Ils ont fait un épandage sur des animaux et tous les animaux sont morts juste après l'épandage. Et pour dépolluer, pour revenir à la pollution, ils ont mis 40 ans pour dépolluer. Et ils ont utilisé des produits chimiques, etc., pendant plusieurs années pour pouvoir dépolluer juste une petite île de 2 km de périmètre. Une petite île. Alors, quand on parle de 6000 km², donc c'est un véritable défi. C'est un véritable Comme défi. la Sibérie. C'est un véritable défi. Il y a aussi des déchets qui sont enfouis. Il y a des déchets. Quand on parle des produits chimiques, quand ils sont infiltrés dans la terre, il y a d'autres réactions. Il est possible qu'il va y avoir la production de composés plus toxiques. Oui. Parce qu'au niveau de la terre, il y a des réactions, etc. Donc l'infiltration, elle touche les eaux, elle touche, c'est-à-dire la végétation, elle touche tout. Mais maintenant, on parle aussi des déchets qui sont enfouis. Les cartes, on n'a pas les cartes au même niveau que le nucléaire. Et ces déchets, c'est un danger pour l'avenir.
Demain, s'il y a des pluies torrentielles, s'il y a un séisme, s'il y a des tas de choses naturelles, et ces déchets sortent, ils sont dangereux pour toutes les... S'il y a un mot de la fin, j'aimerais bien donner une petite recommandation. C'est-à-dire, moi, je recommande à la France d'enseigner les crimes coloniaux contre l'Algérie et les Africains aux étudiants français pour qu'ils connaissent la réalité de leurs ancêtres. Je vous remercie. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir évoqué avec moi quelques aspects. On n'a pas de l'histoire des armes chimiques et biologiques utilisées par la France en Algérie. Je tiens à vous remercier vivement, M. Hassan Houssine. Vous êtes professeur en microbiologie. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre consacré à ces armes, un demi-siècle d'essais chimiques et biologiques français dans le Sahara algérien, Oued Namous, vérité et conséquences. Vous êtes également l'auteur d'un livre que vous avez consacré aux essais, aux explosions nucléaires français, le Sahara dans l'enfer, des essais nucléaires, un crime sans fin. Je tiens à remercier également Monsieur Ammar Msouri, il est professeur en génie nucléaire. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et de plusieurs articles académiques. Et parmi ces ouvrages, un ouvrage d'une extrême importance, c'est les explosions nucléaires françaises en Algérie, un crime d'État contre l'humanité. Et un deuxième ouvrage d'une extrême importance également, la France face à ces crimes en Algérie, 1830-1962. Je tiens à remercier également Hamid Belqsam, journaliste spécialisé en environnement et en développement durable, qu'on retrouve pratiquement tous les matins sur les ondes de la radio Chaîne 3. Messieurs, merci. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée sur Al 24 News et à très bientôt.